Ouais, du jour au lendemain, SDF. Tu veux tout savoir? C'est dans la vidéo, c'est à suivre, c'est maintenant. N'oublie pas de liker et de t'abonner, c'est vachement important. Salut. Pendant longtemps, je croyais être préparé. Les années d'expérience, 30 ans de survivalisme, on va dire. Puis la vie m'a posé une question, une simple question. T'es vraiment sûr? Et là, pas facile. Je t'explique. Il y a environ 6 ans, j'avais un commerce, tout allait bien, et puis est arrivé ce qui est arrivé, hein, on l'a tous vu. Et du jour au lendemain, j'ai perdu commerce, famille, appartement, enfin maison de fonction quoi, et tout ce qu'elle a avec. Voilà. Et puis, je me suis retrouvé dans ma voiture, SDF. Alors tu vas me dire, ça arrive à d'autres gens. Oui, c'est sûr, ça arrive à d'autres gens. C'est certain. Mais à 52 ans, quand tu te retrouves dans ta bagnole un matin, tu te dis, il me reste plus que ma voiture. Alors j'étais un SDF de luxe, hein, parce que j'avais une voiture comme ça, je sais pas trop où elle va être, par là peut-être bien. Donc elle était quand même, on va dire, privilégiée par rapport à d'autres, c'est évident, parce que je dormais pas même le sol dans la rue. Et puis j'avais le chien que vous entendez ici, là, parce qu'elle est tout le temps collée à mes basques. Elle est tout le temps collée avec moi, c'est normal. On a tellement vécu de choses tous les deux. Et donc ce déclic, il n'a pas été facile à prendre quand même. Parce que du jour au lendemain, je te dis, hein, plus de maison, plus de voiture, plus de maison, plus d'appartement, plus de boulot, plus de rien. Il me restait, en tout et pour tout, il me restait 30 000 balles sur un compte que j'avais réussi à mettre de côté, voilà. Et puis cette bagnole et mon chien. Voilà, c'est tout ce qui me restait. Et donc on est parti sur la route. Mais je me suis dit, attends bonhomme, 30 ans de survivaliste, t'as passé quand même quelques années chez les Verts, tu sais quand même faire 2-3 choses, ça va bien se passer. Ça va tellement bien se passer que... En fait, la première nuit, j'ai pris un grand coup de pelle derrière la tête. Et quand je te dis un grand coup de pelle, c'est un grand coup de pelle. Ça a effondré toutes mes certitudes. Reste bien jusqu'au bout de cette vidéo. Pourquoi? Parce que à la fin de cette vidéo, je t'ai préparé un petit mission. Alors, ça va être un M002. C'est super. Et puis c'est surtout que cette vidéo, en fait, dans tout ce que je vais te raconter, dans tout ce que je vais te dire, on va parler survivalisme à mort. Je vais pas te raconter mon histoire pour te raconter mon histoire. Non, j'ai pas d'ego à ce niveau-là. Je vais te raconter mon histoire. Mais à travers tout ce que l'on peut récupérer de cette histoire en termes survivalistes. T'es prêt? On commence. Allez. Donc cette histoire de coup de pelle dans la tête, je t'explique tout. Alors, donc je te fais petit rappel, hein. Je vais faire une petite incrustation ici, là, avec mon petit rappel, ici. Là. Voilà. Donc tu as bien compris, hein, le coco, la liquidation, le divorce qui va avec, et terminaison dans la voiture avec le chien. Et première nuit. Donc avant de partir, je m'étais fait un bon sac, j'avais bien rempli la bagnole de pas mal de choses, à tel point que la voiture c'était devenu Carrefour. C'était le magasin Carrefour là-dedans. Et donc impeccable, je vais me poser pas très loin d'un point d'eau en nature, hein, dans la verte, avec chien. Donc là on était bien. Donc j'ai sorti le petit réchaud, j'ai fait ma petite bouffe, impeccable. Bon, il faisait froid quand même. Hein. Ça a été la
première surprise, il faisait quand même bien froid. Je sais pas, il devait faire -2, -3, un truc comme ça. Ouais, même pas. Non, je pense -1, -2. Enfin, bref, quand tu restes debout, il fait froid. Et puis, première nuit, donc j'étale mon duvet, un joli duvet camo et tout, dans la voiture. Et je me fourre dedans. Je dis, bon, ça va aller, même si je me mets avec mes fringues, ça va être bon. Minuit et demi, je me suis couché, il devait être 11h, un truc comme ça. Minuit et demi, les yeux qui se lèvent, et puis transit froid. Ben ouais, c'est que dans la nuit, la température était descendue, et on était descendu à -9. Ah, et là, une bagnole qui est à -9, c'est de la tôle, il fait -9 dehors, il fait -9 dedans. Hein. Donc j'ai allumé la voiture, histoire de mettre du chauffage, et je me suis dit, je vais pas faire ça toute la nuit, je vais pas laisser tourner la bagnole toute la nuit pour avoir du chauffage, quoi. Et puis, une demi-heure après, je me suis levé, donc je me suis extirpé de mon duvet, j'ai attrapé la pelle pliante dans le coffre, et puis j'ai fait un Dakota, parce que pour pas me faire voir, quoi. Donc je t'explique ce que c'est un Dakota, sinon je te le mettrai là. Et puis un jour, dans pas longtemps, je t'en ferai une vidéo si tu sais pas ce que c'est. Donc j'ai fait un Dakota. Et j'ai pris mon duvet, je me le suis mis en cap en fait, et puis devant le Dakota, aglaglagla. Donc un café histoire de me réchauffer, un deuxième café histoire de me réchauffer, un troisième. Et puis là on était rendu à 7h du matin, quoi. Il faisait -9, -10, -9, un truc comme ça. C'était relativement sec. Et puis arrivé 9h, 8h30, j'ai pris la décision, quoi. Je vais pas rester comme ça. Si je dois rester dans la verte, je vais quand même pas rester comme ça. Donc je me suis pointé au magasin le plus proche. Et puis j'ai acheté, comment ça s'appelle, une couette, là, un 90, 190, une couette, une personne, quoi. Et j'en ai acheté 2, histoire de, une pour faire le matelas, donc pour faire, comment dire, barrière au froid des sièges, en fait, de la voiture, et une par-dessus mon duvet, une pour moi. Très bien, je suis rentré à mon petit endroit, et puis j'ai ouvert mon coffre pour me faire à bouffer, parce qu'il était pas le midi, et là quand même, il y a un truc qui s'est passé, je me suis assis sur le bord du capot de la bagnole, quoi, enfin du coffre de la voiture, pardon, à regarder mon petit feu qui était en train de tourner, mon café qui était en train de chauffer dessus, et je me suis dit, disons, il y a un truc qui va pas là. Donc tu t'es pelé les mains cette nuit. Comment c'est possible? Et puis la réalité, hein, c'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur, comme dirait l'autre. La réalité était claire. J'ai plus 20 ans. À 20 ans, je dormais dans la caisse de mon TRM 4000, dans un duvet F1, j'avais pas de problème avec ça. J'ai plus 20 ans. Et cette constatation a été ce bon coup de pelle que je te dis, j'ai reçu, parce que tout ce que je croyais d'acquis, autant dans mes procédures que dans mon protocole, que dans X ou dans Y, là d'un seul coup c'était réellement balayé. Parce qu'il faut bien se dire une chose, pendant des années, hein, j'ai fait comme tout le monde, hein, j'ai fait comme vous, j'ai construit une famille, j'ai évolué, j'ai fait évoluer ma partie survivalisme autour de cette famille, autour de tout un tas de choses, mais c'est pas pour autant que j'étais tous les 4 matins dans la verte à monter des camps et puis à faire des cabanes en bois et puis à dormir à -8 ou en plein soleil ou on oublie qu'on n'a plus tout à fait 20 ans. On oublie ces choses-là. Et on se confronte à la réalité lorsque ça arrive. Et ça va bien plus loin que ça. Imagine que demain il y a un conflit. Ici en France, là. Ça part en couille, n'importe quoi. Ça veut dire une chose. Ça veut dire qu'il va falloir adapter ton mode de survie actuel, ta méthode de survie actuelle, ta méthode de résilience actuelle, à l'âge que tu as.
Et c'est pas une réflexion que j'ai eue avant. Hein. Franchement, c'est pas une réflexion que j'ai eue avant. Parce que j'ai toujours été quelqu'un d'actif, toujours été aux quatre coins du monde, j'ai bossé dans beaucoup de pays, enfin bref, c'est pas des questions que je me suis posées. Mais là, à brûle pour point, c'est que la situation elle faisait que mentalement et psychologiquement, hein, on va pas se cacher, la situation m'a rendu faible, m'a rendu moins alerte et moins aguerri. Du coup, cette première nuit, en fait, ça m'a ouvert les yeux direct sur le fait que je ne pouvais plus être aussi perf que quand j'avais 20 ans, ou quand j'avais 25 ans, ou 30 ans. Et ça m'a posé beaucoup de questions. Ça m'a remis en question sur beaucoup de points, sur beaucoup de choses. Ah ouais, effectivement, je sais faire un Dakota, je sais monter une cabane, je sais X, je sais Y, je sais mettre un tarp, je sais faire un sac, je sais comment faire un stock déporté. D'ailleurs, ça m'a énormément servi. Et je t'expliquerai pourquoi plus tard. Voilà, je sais faire ces choses-là. Mais la différence la plus flagrante et la plus grande, c'est en fait l'adaptation de tout ce que tu sais faire, de tout ce que tu maîtrises à ton âge, en fait. Pas à ton milieu, pas à l'endroit où tu habites, non, à ton âge. Et à travers ça, à l'âge des personnes qui sont autour de toi et qui gravitent autour de toi. Il est bien évident qu'un enfant de 8 ans, tu ne vas pas lui coller un sac de 30 kg sur le dos. Ça, c'est la logique. Il est bien évident qu'à ta femme, tu ne vas pas lui demander de prendre en charge le stock de bouffe sur son dos. C'est la logique. Tout ça sont des choses logiques. Mais, intrinsèquement, tout ce que toi, en fait, tu crois savoir faire aujourd'hui, un moment de temps, la vie, toute simple, te pose cette question. T'es sûr? T'es vraiment sûr? Et tant que t'as pas répondu à cette question, tu peux pas savoir. Du coup, j'ai fait quoi? Eh ben, j'ai acheté des carnets. J'en ai un, peut-être. Si je dois en avoir un ici. J'ai acheté des carnets. Et puis, je les ai remplis. Alors ça doit être dans les derniers. Ouais, voilà. Je sais pas si on voit. Bon, bref, je les ai remplis. Alors, le premier carnet que j'ai fait, je sais pas où il doit être traîné quelque part. Enfin, je l'ai pas pris pour la vidéo parce que ça m'intéressait pas. Mais le premier carnet que j'ai fait, c'est simple. J'ai pris 2 feuilles. Enfin, les deux pages l'une à côté de l'autre. J'ai mis d'un côté ce que je savais faire. D'accord? Et de l'autre côté, en fait, tous les manques. Par rapport à la situation et à mon âge rapporté à mon âge, en fait. Et là, la vérité est crue, c'est comme les chiffres, c'est très têtu. Il y en avait plus sur la page de droite, dans les manques, que dans la page de gauche. Et ça m'a ramené à d'autres questions. Questions un peu plus psychologiques, parce que tout ce que tu vas maintenant être obligé de faire, c'est-à-dire moi, être obligé de faire maintenant, doit impérativement te mettre en sécurité tout le temps, et puis être safe en permanence, quoi. Je ne peux pas retourner à me passer une nuit à dormir 2h30 et puis à me geler les fesses toute la nuit, ça ne va pas être possible. Et donc, je suis parti de l'endroit où j'étais, et je me suis posé dans un café, prendre un café, et puis j'ai rebâti toute ma stratégie. Voilà. Donc on va reprendre point par point les éléments de la liste, à savoir dormir, les toilettes, se laver, le froid, le chien, la fatigue, la sécurité. Pour 2 périodes. Première période où j'étais dans la voiture, deuxième période où j'étais dans une gariote. Je vais essayer de la mettre par là. Voilà, c'est à peu près la même chose. Donc dormir. Dormir, comme je l'ai dit au début,
mon sac de couchage n'était pas du tout adapté, puisque c'était un sac de couchage demi-saison, à savoir 4 degrés, 12 degrés, je sais plus combien, quelque chose comme ça. Enfin bon, donc pas du tout adapté. Et ce qui m'a coûté ce petit préjudice de la première nuit. Dans la voiture, j'y suis resté environ, pour la première phase, un mois et demi. Donc il a fallu que je m'adapte à ça pendant un mois et demi. Donc dormir, j'avais réglé le problème. Les deux couettes, ça allait plutôt pas mal. Par contre, il y a autre chose de plus insidieux que le fait de simplement bien dormir, ou en tout cas dormir dans une voiture. Il y a l'hygiène. L'hygiène, il y a deux phases. Il y a les toilettes, bien évidemment, et se laver. Alors, les toilettes, ce que j'ai fait, c'est pas difficile. J'ai été au syndicat d'initiative, récupérer une carte de là où j'étais, et puis j'ai fait tout le tour de tout ce que je pouvais trouver. Magasin qui avait des toilettes et un lavabo, ça c'était bien. Toilettes publiques, toilettes gratuites, ainsi de suite. Parce que c'est quand même important, vous n'allez pas vous mettre à faire popo à longueur de temps dans la nature. Ça peut le faire une journée ou deux, mais H24 c'est pas possible. Et puis se laver. Je mets ça dans les deux items. Les deux items, je les mets dans le même. Se laver. Alors, il y a quelque chose de très insidieux quand on est dehors. C'est l'hygiène corporelle. C'est très compliqué. Pour la simple et bonne raison, c'est que même s'il fait froid, vous allez faire des micro-transpirations, surtout la nuit quand vous allez dormir, avec vos fringues, tout ça, même si vous changez de fringues, avec des fringues spécifiques pour dormir. Par exemple, c'est ce que je faisais moi, ce qui a quand même un peu minimisé l'histoire. Mais vous dormez dans des fringues, et là, il se passe sur votre épiderme vous allez transpirer, hein, même de la micro-transpiration. Vous allez perdre de la peau, hein, d'accord. Et puis tout ça s'amalgame, tout ça s'agrège ensemble, et sur votre peau va apparaître une espèce de film huileux, gras. À partir de ce moment-là, vous commencez à être dans les emmerdes. Alors, faut oublier, parce que ça je l'ai entendu dans beaucoup de chaînes sur les balistes que je nommerai pas, faut oublier tout ce qui est lingettes et conneries comme ça. Ça amplifie le problème, parce que ça ramène du gras et ça ramène de l'humidité sur votre peau. Ça amplifie le problème et ça dégrade complètement votre peau. J'en ai des stigmates plein le dos. Je vous ferai pas voir parce que c'est pas vous faire voir mon dos, point final. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Si vous ne me croyez pas, vous allez voir sur internet. Donc pour me laver, c'était pas difficile. À un certain moment, quand tout ça s'est déclaré, ça me démangeait dans tous les sens, alors que tous les soirs je me lavais avec ma lingette bien, tout ça. Effectivement, ma lingette était sale, alors que je faisais rien de la journée quasiment. Mais donc j'ai été voir un toubib, et puis pharmacie médicaments, avec une espèce de poudre d'ailleurs qui était relativement efficace. Mais j'ai dû mettre une stratégie en place pour me laver. Alors me laver, c'est pas difficile. Enfin, si, ça a été difficile, pardon. Mais dans le fait, c'est pas difficile. J'ai pris un tarp, hein, comme celui-là derrière, et puis j'en ai fait une espèce de cabane, un Dakota au milieu, histoire de bien réchauffer le truc et de pouvoir faire chauffer de l'eau. Et je me mettais à Walp, et puis je me lavais comme ça dans cette espèce de cabine. Ça a été très 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 bénéfique. Bon, je vous cache pas que vous foutre à poil par moins 8 ou moins 9 ou moins 10, première fois, ça caille un peu quand même. Et puis même si on s'y habitue pas, il faut le faire. C'est impératif. Ça veut dire que dans un mode dégradé, ton hygiène ne s'arrêtera jamais au petit savon collé sur une ficelle, comme ce qu'on voit souvent
dans le milieu survivaliste. Ça c'est très très bien si tu vas faire popo ou si tu en reviens, ça c'est parfaitement bien. C'est très très bien si tu peux l'accrocher dans ta petite cabine de lavage, parfaitement bien. Sinon ça ne sert à rien. Les lingettes ne servent à rien. On fera un point spécial sur ce truc lorsque je ferai une vidéo spécialement dédiée aux filles. J'ai 4 filles, je ne veux pas dire que je sais de quoi je parle, mais dans leur préparation, je me suis bien penché sur l'histoire de l'hygiène et il y a vraiment gros à dire. Donc, toilette, se laver, c'est un point extrêmement important. Donc, bien repérer tous vos points comme ça dans votre environnement proche. Pour effectuer vos toilettes et puis votre toilette et pouvoir aller faire popo tranquille, hein, c'est important, ça fait partie du bien-être psychologique quand même, parce que aller pondre dans la verte en permanence, ça va quoi. Le froid, le chaud, mis à part s'arracher la peau, il n'y a pas grand chose à y faire, il faut subir, garder au frais, se mettre dans une rivière si on peut. Le froid c'est très compliqué parce que le froid vous l'arrêtez pas. Une fois qu'il est rentré quelque part, c'est très difficile de le faire sortir. Donc froid dans la voiture, j'ai passé des semaines entières avec des gants et des moufles par-dessus, même s'il fait que moins 7, moins 8, moins 9, bon, déjà ça pique un peu quand même, mais c'est pas du froid extrême comme du moins 30 ou du moins 40 ou ce qu'ils peuvent vivre au Québec ou au Canada. Non, non. Dans ma région, en plus c'est un froid sec, donc c'est pas, il n'y a pas cette humidité dans le froid qui accentue encore l'effet du froid. Mais il n'empêche que quand vous êtes au froid toute la journée, en permanence, il vous faut des sources de chaleur. La bonne source de chaleur, c'est, si vous ne voulez pas vous faire repérer, c'est un Dakota. C'est rouler avec votre voiture assez longtemps et assez souvent pour maintenir la voiture au chaud. Il faut monter des stratégies pour éviter de rentrer dans ce cercle du froid qui va vous porter préjudice à un certain moment. Ça c'est inévitable. C'est inévitable. Le froid est très insidieux. Vous allez perdre en énergie, vous allez perdre en capacité de réflexion. Il va vous endormir le froid. Le froid vous endort réellement. Que vous soyez alerte, aguerri, tout ce que vous voulez, à partir du moment où vous êtes mordu par le froid, vous perdez 30, 40, 50, 60% de vos moyens, qu'ils soient cognitifs ou physiques. Vous les perdez, c'est sûr. Et tant que vous n'aurez pas recouvert une capacité à être dans un environnement chaud assez rapidement, ça peut devenir très très facilement problématique. Ensuite le chien. Alors le chien c'est compliqué parce que le chien, la pauvre bête, elle dormait sur le fauteuil passager avant. Alors un chien de 45 kg, même si la voiture était un peu grande, c'était un peu compliqué quand même. Donc il faut lui monter des stratégies pour qu'il puisse éviter de déprimer. Parce qu'un chien ça déprime très très vite. Et être suffisamment proche de lui pour éviter des problèmes. Parce qu'il peut s'en aller, il peut faire des conneries, il peut faire beaucoup de choses. Donc dans un mode dégradé, encore une fois, un chien peut être une solution intéressante de défense personnelle, de sécurisation en tout cas personnelle, mais il faut que ce chien soit équilibré. Pour garder son équilibre, il faut le faire jouer, il faut être en permanence avec lui, il faut lui donner à bouffer aussi, donc ça veut dire stock de bouffe pour le chien. Voilà, c'est une gestion bien particulière, j'en ferai une vidéo spécialement. Et la fatigue. Alors la fatigue elle vient pas tout de suite. La fatigue elle vient au bout de 8-10 jours je dirais. Au bout de 8-10 jours. Mais c'est pas une fatigue physique, c'est une fatigue
émotionnelle et intellectuelle. Donc pour ça, j'ai cassé cette espèce de routine par la lecture. Vous savez, dans les villes, partout, il y a ce qu'on appelle les boîtes à lire, hein, où les gens viennent déposer des livres gratuitement. Donc je chopais un livre et puis je me collais un temps de lecture, que ce soit le matin ou le soir. Pas forcément 3 heures de lecture, c'est pas ce que je veux dire, mais une routine ferme là-dessus. La sécurité. Alors, je ne vais pas vous le faire voir, je vais juste vous faire voir le petit fourreau qui va bien, d'accord? Parce qu'on est sur YouTube et on ne sait pas trop ce qui se passe. La sécurité, cette espèce d'engin m'a sauvé la vie 2 ou 3 fois. Pas dans l'agression ou quoi que ce soit. J'ai vécu dans la voiture, dans la première phase de voiture, 2 agressions, enfin 2 tentatives d'agression. Très honnêtement, bah évidemment, je m'en suis pas servi, mais rien que le fait qu'un engin comme ça brille un peu dans la nuit, un chien et un type qui est debout bien droit, ça calme les ardeurs de beaucoup de gens qui ont des tentatives ou des envies, on va dire. Après, peut-être je suis certainement tombé sur des gens pas très téméraires, on va dire. Peut-être que si ça avait été un peu plus compliqué, ça aurait été aussi un peu plus compliqué pour moi. Mais il n'empêche que ça a détendu son bonhomme, comme dirait l'autre. Hein. Voilà, ça en fait partie de la sécurité. Toute cette partie-là, c'est ma partie 1, voiture. Il y a un moment de temps où j'en ai eu plein le dos, vraiment, de dormir dans la voiture. Donc je me suis trouvé une garriotte. Une garriotte, c'est ça, là. Je vais le mettre ici, là, par là. C'est une espèce de petite maison en pierre. Souvent, il y en a auprès des vignes et tout ça. En allant voir le propriétaire, bien évidemment, et en lui expliquant ce que je faisais. Donc j'ai utilisé les mêmes protocoles, bien évidemment, mais quand même, la garriotte a été un havre de paix dans tout ce bourbier pendant quelques temps, pendant pratiquement 3 mois, où évidemment tous ces problèmes, mis à part les toilettes, tous ces problèmes étaient relativement plus faciles à gérer, puisque dormir à plat c'est quand même mieux que de dormir en V dans une voiture. Pardon. Se laver, c'est quand même plus facile de se laver devant même une petite cheminée qui vous tient une chaleur quand même assez constante. Le chien, le chien il dormait à l'abri pour moi. La fatigue, beaucoup moins de fatigue, parce que le fait d'avoir un toit sur la tête vous génère un peu plus de bien-être et physique, hein, et moral et mental. Donc la fatigue, il y en avait quand même nettement moins à ce niveau-là. Le froid aussi, bien sûr. Même si on arrive au printemps, c'est quand même bien plus agréable de dormir dans un endroit chaud que dans une voiture. Mais il y a un autre problème à ça, c'est que la garriotte, c'est un endroit physique. Donc moi, il fallait bien que je mange et tout ça. Dans le petit village où j'ai fait ça, j'ai encore oublié quelque chose, c'est l'homme gris. C'est-à-dire que moi, il fallait bien que j'aille chercher de quoi manger, ou pour moi et pour le chien, tout ça. Donc, même si mes itinéraires n'étaient pas tout le temps les mêmes, je me suis fait vite repérer par des gens. En fait. Pourquoi? Parce que vous êtes l'élément perturbateur dans leur environnement naturel. Hein. Votre intégration ne peut pas se faire comme ça. Même si vous changez d'itinéraire, même si vous n'allez pas toujours dans le même magasin ou chez le même buraliste, parce que je fume, ouais, il y a un moment de temps où vous allez croiser des gens chez les uns ou chez les autres. Ces gens, vous n'êtes pas dans leur visuel habituel. Inévitablement, vous faites griller. Ça veut dire que la technique de l'homme gris, effectivement, elle est bonne, mais elle est bonne dans votre environnement. Si vous changez d'environnement, elle est cramée. Vous changez d'environnement, alors à ce moment-là, il va vous falloir démultiplier toutes vos opérations. C'est simple, enfin c'est simple. C'est facile à dire sur le papier, mais en réalité, c'est bien plus compliqué que ça. Pour éviter de vous faire repérer dans un environnement qui n'est pas le vôtre, qui n'est pas votre quartier primaire,
où les gens n'ont pas du tout l'habitude de vous voir, pardon, ça veut dire que vous allez devoir faire du picking. Ce que j'appelle le picking, c'est une journée vous êtes là, par exemple dans un village à 5 km de chez vous, le lendemain vous êtes dans un autre village qui est à 12 km. Et sur le lendemain encore dans un autre village. C'est une gestion compliquée, ça veut dire que tout ça doit être travaillé à l'avance. Tout ça doit être mis en place à l'avance. Donc pour ça, vous prenez des cartes de votre région, assez vaste, et vous faites des points de chute. Dans tel endroit, je peux acheter... Oui, je peux avoir de la nourriture. Dans tel autre endroit, je peux avoir du carburant. Dans tel autre endroit, je peux avoir des mules. Si on est dans un moment compliqué. Dans tel autre endroit, je peux avoir des vêtements. Dans tel autre endroit, je peux avoir un abri. Dans tel autre endroit, je peux avoir un autre abri. Et il faut vous croiser en permanence. En permanence, il faut croiser vos déplacements. Parce que sinon, si vous allez en permanence dans un endroit qui n'est pas le vôtre, vous allez vous faire repérer direct. Il y a quelqu'un à un moment de temps qui va commencer à parler en disant bah, « Tiens, vous connaissez ce monsieur ? Non, qu'est-ce qu'il fait ?» Et c'est ce qui s'est passé dans la Garriotte. Même si le propriétaire était au courant, il y a un moment de temps, il a eu droit à la visite des gens en bleu. Et puis les gens en bleu lui ont demandé qui j'étais, ce que je faisais. Ça a commencé à poser quelques problèmes. Pas parce que j'étais un délinquant ou quoi que ce soit. Non. Bien que quand ils m'ont vu, ils sont venus me voir, ils ont pris mes papiers, on a discuté, je leur ai dit ce qui se passait. Ils m'ont dit oui monsieur, c'est très très bien ce que vous faites, mais vous avez un autre problème. C'est que là vous êtes sur une propriété privée, même si le propriétaire vous a donné l'autorisation, il y a un problème fondamental, c'est l'assurance. Et effectivement, là où j'étais, il n'y avait pas d'assurance. Donc il se passait quoi que ce soit, je faisais du feu. Il se passait quoi que ce soit avec moi ou avec le chien aurait pu attaquer quelqu'un, même si fondamentalement j'y crois pas, mais voilà, il aurait pu y avoir quelque chose à ce niveau-là. Et très honnêtement, je me mettais encore plus dans la merde que je l'étais déjà. Donc c'est un élément à prendre en compte à partir du moment où on n'est pas dans un mode dégradé, on est bien d'accord. Dans un mode dégradé complet. Hein. Voilà. Mais c'est un élément qu'il fallait prendre en compte. Voilà, donc la troisième partie, c'est je suis reparti de la Garriotte et je suis retourné à la voiture. Ça a duré 2 mois, puisqu'après j'ai trouvé un appartement. Alors vous allez me dire, monsieur, pendant ce temps-là, vous viviez comment ? Évidemment, je faisais quelques missions. À partir du moment où j'ai eu la Garriotte, ça a été très très facile de trouver des missions, parce que la gestion du chien n'est pas du tout la même. Vous imaginez bien que si je devais aller dans un endroit travailler, le chien faisait quoi de la journée ? Ça m'est arrivé de le faire au tout début, une petite mission d'une semaine, non, même pas une semaine, c'était 4 jours. 4 jours, le chien il passait la journée dans la bagnole. Et là encore, je me suis fait repérer parce que y a des gens bien intentionnés. Ah, mais il y a un chien dans la voiture, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Bon, bref. La Garriotte a changé beaucoup de choses à ce niveau-là. Ça m'a permis de laisser le chien dans la Garriotte, dans la maison, dans cette petite maison, tranquille, safe, et moi d'aller faire un peu de travail à droite à gauche. Et d'ailleurs, un travail qui m'a bien payé, ça a été d'aller remettre en état un terrain de camping d'un monsieur qui venait acheter ce terrain de camping. Voilà. Ça aussi, ça fait partie des choses que vous devez faire. Vous devez développer vos compétences à pas mal d'échelles, celle qui vous convient, que ce soit le bâtiment, que ce soit l'électricité, que ce soit la plomberie. Développer ces compétences, parce qu'à un moment, ce sont des choses qui servent. Moi, pour les développer, dans ma jeunesse, j'ai construit 2 maisons avec un maçon. Donc j'ai construit la première maison, c'était la mienne, avec lui, où j'ai appris tous les corps de métier que je pouvais, que ce soit l'électricité, la plomberie, la maçonnerie, faire de l'enduit, monter une toiture, en commençant par la gauche. Voilà, il y a faire un solin autour d'un conduit de cheminée, bref, tout un tas de choses comme ça qui ont un avantage primordial. En période dégradée, ce qui va vous coûter, ce qui va vous rapporter le plus, ce sont vos compétences.
c'est pas l'or que vous aurez mis de côté, c'est pas les 2 pièces d'or que vous aurez mis de côté, la chaîne en or où vous allez pouvoir vendre ou échanger un maillon, c'est très bien, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire, hein, c'est très bien, c'est du concret, c'est très bien. C'est ce qui va vous mettre un petit peu plus en avance, ce sont vos compétences. Que ce soit dans le bois, que ce soit dans la ferraille, que ce soit dans la maçonnerie, dans le bâtiment, vos compétences. C'est ce qui vous fera, c'est ce qui vous permettra de faire du troc, un troc équitable. Quand je dis un troc équitable, c'est un troc où on évite de se dépouiller nous-mêmes pour avoir quelque chose qui manque. Il vous manque 3 piles, et vous allez donner un paquet de pâtes par exemple pour 3 piles. C'est idiot. C'est pas idiot dans le sens où vous avez besoin des piles, mais c'est idiot dans le concret. Alors 3 piles, elles vont vous tenir combien de temps? Si vous les utilisez toute la journée, elles vont vous tenir 2 jours. Alors qu'un paquet de pâtes, il va vous tenir 3 jours ou 4 jours. L'échelle de valeur n'est pas tout à fait la même. Si les piles, c'est pas pour une lampe tactique, j'entends bien que la lampe tactique est peut-être plus importante que les pâtes. Voilà. J'en reviens à un truc extrêmement important que je dis tout à l'heure, le stock déporté. Le stock déporté m'a servi, moi. J'avais donc 2 bidons, pardon. Dans le stock déporté, j'avais 2 bidons qui n'étaient pas enterrés. Hein. C'est des bidons que j'avais laissés à demeure chez des gens que je connaissais. Au cas où, dans les 2 bidons, il y avait nourriture. Enfin, en fait, dans les 2 bidons, je couvrais les 5 C. Hein. Couvrant, coupant, chauffage, couverture, tout ce que tu veux. Plus de la corde et tout ça. Dans les 2 bidons, c'était quasiment un sac d'évacuation complet qui me garantissait une autonomie de 72-48 heures de l'histoire de relancer quelque chose. Mais il y a un autre bidon où j'avais une moto en plus. J'ai laissé une 125 que j'avais déjà depuis avant. J'ai laissé une 125 chez ce monsieur avec le bidon. Et cette 125 et ce bidon m'ont énormément servi. Pourquoi? Parce que à un certain moment, la voiture est tombée en panne. La voiture est tombée en panne, j'ai dû la laisser chez un mécanicien. Et puis c'était à une quinzaine de kilomètres de ce point précis où j'avais ce bidon et cette moto. Or, à cette époque, j'avais cette mission dans le terrain de camping. Donc j'ai appelé le propriétaire du terrain de camping, je lui ai dit, voilà, j'ai besoin de prendre une journée pour telle et telle raison. Et puis j'ai pris ma journée, donc j'ai pris mon sac prêt dans la voiture, le chien, j'ai laissé la voiture chez le mécanicien, et je suis parti donc à cette base arrière, qui avait la moto, où il y avait la moto et ce bidon planqué. Donc je suis arrivé, j'ai récupéré la moto, j'ai pris ce qu'il y avait dans le bidon, j'en ai mis une très grande partie dans mon sac, et je suis reparti au camping, faire la fin de mission. Le propriétaire du terrain de camping a été extrêmement sympa parce qu'il m'a laissé une toile de tente et il m'a laissé dormir sur le camping, et le temps que la voiture se répare et tout ça. Voilà. La conclusion. J'espère que la prochaine fois que tu vas voir un SDF dans la rue, tu vas peut-être le regarder un petit peu différemment et probablement aller lui poser 2 ou 3 questions sur comment il gère tout ça. C'est intéressant d'aller discuter avec ces gens. Il n'y en a pas trop, mais il y en a, ils sont très intéressants. Alors, les petits tips. J'ai pas de bouchon en liège sur moi, je voulais te parler d'un petit truc avec un bouchon en liège. Je suis désolé, c'est quoi ce mec qui prépare pas ses vidéos? Moi je bois pas et j'ai pas de bouchon en liège. Alors, on va prendre autre chose, c'est un Firesteel. T'imagines, c'est un bouchon. Donc tu prends ton bouchon en liège, tu crames le bout du bouchon en liège avec ton briquet ou au feu directement, c'est peut-être mieux au feu, et il sert à te camoufler, d'accord? Il va laisser plein de traces noires ici, sur ta joue, sur les points que tu veux te camoufler, et il va te laisser plein de traces noires ici. C'est totalement inoffensif, ça se nettoie très bien, contrairement au cirage ou à certains crayons camo et camouflage, il se nettoie très bien. C'est facile à faire et c'est très bien. Ça coûte pas cher et c'est très bien. Voilà.
Tu vas trouver en lien dans le bas dans la description, pardon, tu vas trouver en lien le dossier mission. Alors, encore une fois, dossier mission, tu cliques dessus, il t'est pas demandé ton adresse mail ou quoi que ce soit, ça ne m'intéresse pas. Si tu veux m'écrire, il y a l'adresse mail de la chaîne dans le descriptif de la chaîne, tout en haut de la chaîne. Mais ici, tu prends le dossier mission, tu cliques dessus, tu arrives dessus, tu le télécharges, tu l'imprimes, tu le lis, tu fais ce qu'il y a dans le dossier de proposé, tu fais tes petits changements si tu en as besoin, et puis voilà. N'oublie pas de commenter, liker, et surtout abonne-toi, c'est vachement important. Ça me permet de faire grandir un petit peu la chaîne, et puis de faire d'autres vidéos qui sont peut-être aussi intéressantes. Je te remercie beaucoup d'être resté jusqu'à la fin, c'était un peu long cette vidéo, mais il fallait qu'elle le soit. Et à très bientôt. Ciao.